vers une gestion durable des agrosystèmes. Prenons le temps de faire le bilan des connaissances. Nous allons d'abord parler de l'agriculture. Alors l'agriculture, c'est avoir un champ par exemple et y planter du blé, du maïs, de l'orge, de l'avoine, etc. Donc l'agriculture peut être intensive, mais qu'en est-il de l'environnement et de la santé? De plus en plus aujourd'hui, et depuis quelques siècles, enfin peut-être pas quelques siècles, mais quelques dizaines d'années, dans les pays développés, l'agriculture intensive se développe de plus en plus. Avant le remembrement, il y avait ce que l'on appelait la polyculture, et depuis le remembrement, à partir des années 1960, il y a ce qu'on appelle surtout des monocultures, c'est-à-dire des cultures d'une seule espèce végétale. Par exemple, vous prenez 10 hectares et vous plantez 10 hectares de maïs. La productivité peut être et doit être relativement élevée, et donc ce maintien de productivité élevée s'inscrit dans la recherche d'un équilibre entre l'équilibre économique et l'équilibre environnemental, c'est-à-dire essayer de préserver, alors non pas l'écosystème, mais l'agrosystème. Lorsqu'on parle de culture produite par l'homme, on parle d'agrosystème et non plus d'écosystème. Et que ce soit l'écosystème ou l'agrosystème, il y a un équilibre, notamment un équilibre au niveau de la faune et de la flore. Bon, cet équilibre, il faut alors essayer de le préserver, du moins essayer de préserver la qualité des sols. Mais cette productivité élevée s'inscrit dans la recherche également d'un équilibre économique concernant ces exploitations, mais également dans la nécessité de garantir les besoins d'une population qui ne cesse de s'accroître. Il faut dépenser de l'argent, c'est une obligation. Si on veut acheter des graines, il faut bien payer. Bon. Mais il faut payer le moins possible. Donc si possible, faire les choses, donc que cet équilibre économique des exploitations est dans la nécessité de garantir le maintien de cette production, eh bien il faut le faire, mais à moindre coût si possible. Alors pour ça, pour garantir une agriculture rentable, en fait, l'agriculteur a recours à des intrants. Mais ces intrants ne sont pas sans conséquences sur notre environnement et sur notre santé. Ils provoquent alors des dégâts, ils provoquent un mal qui s'inscrit dans un cercle vicieux, notamment lorsque, par exemple, certains minéraux non désirables, comme par exemple les nitrates, s'enfoncent dans le sol pour atteindre les nappes phréatiques et contaminer en aval eh bien, tout ce qui est faune, flore et éventuellement remonter jusqu'à l'homme. Donc ces intrants ne sont pas sans conséquences sur notre environnement. Quelle est l'action des intrants? Eh bien, ces intrants vont générer, entre guillemets, une baisse de la fertilité des sols. Alors cette baisse de la fertilité des sols, elle peut être causée par divers agents, notamment par un manque, par exemple, de matière organique. Si par exemple vous avez une plante qui va vivre sa vie et ensuite qui va mourir, eh bien c'est un capital matière organique, entre guillemets, et cette matière organique devra être dégradée en substances minérales dans le sol par tout ce réseau trophique. Donc baisse de la fertilité des sols peut être causée par un manque d'apport organique qui serait dû à une baisse du nombre d'animaux élevés, notamment dans les grandes zones de culture. Autrefois, donc avant le remembrement, il y avait ce qu'on appelait les polycultures. Il y avait donc des cultures de différentes espèces végétales associées à un élevage qui était plus ou moins important, par exemple un élevage de vaches. Bien, depuis ce remembrement, il y a des monocultures. Et bien, en parallèle, on s'est aperçu, c'est un fait, en fait, il y a une baisse du nombre d'animaux élevés.
Or, les animaux élevés généraient une espèce de fumier, du lisier, qui pouvait être réparti sur les sols et apporter, entre autres, une certaine fertilité au sol en apportant suffisamment non seulement de matière organique qui allait être dégradée par les êtres vivants du sol, mais également des matières minérales. Il y a également ce que l'on appelle le lessivage hivernal, qui est facilité lorsque les labours sont profonds, notamment lorsque les labours atteignent par exemple 30-40 cm. Évidemment, on renouvelle, enfin c'est pas qu'on renouvelle, c'est qu'on retourne la terre. Et lorsqu'il y a un réseau trophique qui est en équilibre, eh bien ces labours provoquent une stérilité en quelque sorte de ces sols. Et de plus, lorsqu'il pleut en hiver, lorsqu'il n'y a pas de couvert végétal, eh bien ça veut dire que les eaux de pluie vont entraîner la terre en aval, surtout lorsque le terrain est légèrement en pente. Bon, il est très rare que le terrain soit parfaitement horizontal, il y a toujours une pente. Bon. Et l'eau, on sait bien qu'elle s'écoule de l'amont vers l'aval. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de couvert végétal, c'est-à-dire d'enracinement végétal qui permet de retenir la terre, grâce aux racines qui s'enfoncent dans le sol, eh bien ça veut dire qu'il va y avoir formation de ce que l'on appelle des ravines qui vont former des espèces de petits ruisseaux qui vont s'écouler le long des champs, enfin, ici et là dans les champs. Donc on a un lessivage, alors on dit hivernal, hein, mais c'est pas que hivernal, hein, ça peut être n'importe quelle saison quand il y a de fortes pluies. Mais notamment, on parle de hivernal parce que les labours, en fait, les plantes sont plutôt, si par exemple vous êtes en été, le blé a poussé dans les champs. Donc, le blé en lui-même constitue un couvert végétal, et de ce fait-là, bon, les pluies ont moins tendance à emporter le sol. Mais également, autre cause d'une baisse de fertilité des sols, c'est la destruction des haies lors du remembrement. Alors pourquoi? Eh bien parce que ces haies, en fait, avaient tendance à retenir, entre autres, la terre, hein, lorsque les terrains étaient petits. Donc en hiver, il y avait moins de problèmes de lessivage. Donc les haies, la destruction des haies intervient également dans ce problème de lessivage hivernal, du fait même de l'agrandissement des champs et du manque d'enracinement par certains végétaux. Problème également de la baisse de fertilité des sols à cause qui induisent une eutrophisation des cours d'eau, des lacs, des bords de mer, ainsi qu'une pollution des nappes phréatiques qui est causée notamment par l'utilisation de plus en plus massive d'engrais minéraux, en partie perdue par ce que l'on appelle la lixiviation. L'exiviation, c'est en quelque sorte l'entraînement des minéraux vers les profondeurs. Également, baisse de la fertilité des sols causée par une contamination des eaux, de l'air, du sol par des organismes vivants. Donc, de nombreuses molécules issues de pesticides vont générer donc cette contamination. Alors, contamination de l'eau, de l'air, du sol et contamination des organismes vivants qui forment ce réseau trophique au sein du sol et qui vont donc perdre la vie et donc faire en sorte que le sol soit moins fertile. Donc tous ces facteurs, donc perte d'habitat naturel par exemple, pollution, travail du sol, ont conduit à ce que l'on appelle un effondrement de la biodiversité, notamment de la biodiversité du sol, une biodiversité qui était naturelle au sein d'agrosystèmes et au sein de leur environnement propre. On bascule très facilement d'un écosystème à un agrosystème. Alors on dit il y a un équilibre au niveau du sol grâce à un réseau trophique qui s'est établi suite à la modification de cet écosystème d'origine qui était par exemple une forêt, des prairies naturelles, au profit des agrosystèmes. Bon. Donc il s'est créé de ce fait-là un équilibre. Oui, mais l'équilibre, il est relativement saisonnier.
Parce que si vous considérez qu'il y a un labour qui est fait par exemple au mois de novembre, en France, admettons, eh bien, il y a le labour, donc ça veut dire destruction du réseau trophique qui s'est mis en place, et ça veut dire également qu'il va y avoir un certain temps durant lequel ce réseau va se remettre en place, mais de manière temporaire. Puisque lorsque les graines vont pousser, par exemple au printemps, bien ça veut dire que ça va remodifier cet équilibre qui s'est créé au sein de l'agrosystème. Bref, c'est simplement un exemple pour vous dire que l'équilibre de la biodiversité au sein des sols, elle est très fragile. Bon, il est très fragile. Donc il y a un effondrement de la biodiversité naturelle au sein même des agrosystèmes. Ça, c'est un constat et on n'y peut rien. Enfin, on n'y peut rien. Si, on peut essayer de limiter les dégâts, comme on le verra tout à l'heure. Cette agriculture intensive, elle a également des conséquences sur la santé humaine. 2 points à retenir. D'abord concernant les nappes phréatiques, concernant les nitrates. On a dit que lorsqu'il y a ce complexe argilo-humique qui a une charge globalement négative, ce complexe ne retient pas les nitrates. Pourquoi? Parce que les nitrates ont eux-mêmes une charge négative. Or, 2 charges négatives ensemble vont se repousser. Donc ça veut dire que ces nitrates, dans les sols, lorsque leur provenance est relativement importante, vont avoir tendance à s'enfoncer dans le sol, notamment par l'exsiviation, et donc vont polluer les nappes phréatiques. Donc ce qui peut avoir évidemment des conséquences très importantes et parfois très graves sur la santé humaine. Bon, mis à part le fait que certains animaux vont subir les conséquences, l'homme par exemple va avoir sur la santé, donc par exemple, des problèmes respiratoires, des cancers, etc. Les femmes enceintes sont également touchées et les nourrissons, bien entendu. Donc ça veut dire que pollution par les nitrates, bon, c'est un gros problème. Il y a des solutions. Bon, les solutions, c'est déjà bien gérer, avoir une gestion très fine, avoir des connaissances, faire une gestion raisonnée concernant l'exploitation des agrosystèmes pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de nitrates qui s'enfoncent dans les sols, et notamment qui polluent les nappes phréatiques. Deuxième point concernant les conséquences de l'agriculture intensive sur la santé humaine, c'est que de nombreux pesticides vont pénétrer au sein de nos organismes par voie respiratoire. Par voie respiratoire. Mais aussi en consommant l'eau et les aliments qui seront contaminés. Bon. Si par exemple, prenons un exemple très simple, vous avez un champ ou vous avez plutôt un petit jardin. Bon. Vous mettez des plantes, voilà, des poireaux, des haricots, des petits pois, bref, des légumes, des fraisiers, etc. Bon. Et vous apercevez le lendemain que la moitié de votre récolte a été mangée par des limaces. Qu'est-ce que vous allez faire? Imaginons que vous avez planté un rang de salade, la moitié de vos salades ont disparu, les limaces et les escargots ont mangé vos salades. Qu'est-ce que vous allez faire? Premier réflexe, vous dire, bon, il faut éliminer les limaces et les escargots sur mon jardin. Vous allez acheter du produit anti-limaces et vous allez répartir ce produit anti-limaces. Oui, mais une semaine après, 15 jours après, qu'a fait cet anti-limace? S'il a plu, par exemple, il s'est désagrégé, il s'est enfoncé dans le sol et les racines ont absorbé ce produit anti-limaces. Donc ça veut dire que vous allez vous retrouver avec une plante, avec des salades qui contiennent ce produit toxique. Bon. Autre exemple, vous mettez dans un rang de radis, vous mettez de l'anti-limaces. Et puis le lendemain, vous allez chercher quelques radis et vous les lavez un petit peu, puis vous les mangez. Mais vous n'avez pas vu que par-ci, par-là, il y avait des petits grains d'anti-limaces. Vous allez manger l'anti-limaces. Quelles seront les conséquences? Je vous laisse juger. Donc ça veut dire que de nombreux pesticides, en fait, d'une manière ou d'une autre, vont pénétrer au sein de nos organismes par voie respiratoire, mais aussi par consommation d'eau et de certains aliments.
certains de ces pesticides peuvent être la cause, ou sont suspectés du moins, d'être la cause de certains cancers, certaines malformations congénitales, certains retards de développement et une baisse de la fertilité. Bon, maintenant, les preuves scientifiques de leur responsabilité sont souvent difficilement établies. Alors pourquoi est-ce qu'on dit malformation congénitale? Bien parce qu'une femme enceinte qui va absorber ces produits et qui va se retrouver, par exemple, au niveau de son fœtus, alors fœtus, embryon, fœtus. Si c'est au niveau des fœtus, ça veut dire que le petit homme est déjà formé. Mais pendant les 3 premiers mois de la grossesse, eh bien la femme, l'embryon du moins, n'est pas formé, enfin l'embryon se forme. Et donc ce n'est pas encore un petit homme avec tous ses organes formés entièrement. Pendant les 3 premiers mois, il y a ce que l'on appelle l'embryogenèse. Donc tous les organes se mettent en place. Et lorsqu'une substance nocive est absorbée par ce petit être, ce petit embryon, eh bien ça peut interagir avec tel ou tel organe qui va se former. Donc, on a tous en mémoire, peut-être, du moins certaines générations, l'exemple de la thalidomide qui avait été pris par les femmes enceintes. Bon, c'était un médicament prescrit par des médecins. Hein, et les enfants qui naissaient étaient sans bras, sans jambes. Bon. Donc voilà, agriculture intensive, les conséquences sur la santé humaine, hein, pollution des nappes phréatiques par les nitrates, avec les conséquences que cela peut engendrer, et pénétration de nombreux pesticides au sein de nos organismes, avec là encore des risques de maladies qui se mettent en place, non seulement sur la personne qui en prend, mais par exemple chez la femme enceinte, pour le bébé. Donc, on va retenir que l'utilisation massive d'intrants, par exemple les engrais et les produits phytosanitaires, une certaine pratique culturelle, comme des labours profonds, vont avoir des effets négatifs sur la qualité des sols, mais également sur la biodiversité et sur l'état général de l'environnement, notamment le sol qui va devenir moins fertile, problème de santé chez les êtres humains. Bon. La contamination de l'environnement par les intrants utilisés dans les agrosystèmes est à l'origine de pathologies humaines. Certaines sont avérées, d'autres sont suspectées, mais dans tous les cas, ça reste très dangereux. Voilà donc des pratiques agricoles qui peuvent être néfastes pour l'environnement. Hein. On sait bien qu'on a le sol, on a par exemple des monocultures, et pour que ces monocultures soient rentables, eh bien on fait un apport massif d'engrais minéraux. Donc on peut avoir, dans le cas des monocultures, et si les minéraux sont mal dosés, on peut avoir une pollution, par exemple pollution aux nitrates, qui peuvent engendrer au niveau des rivières ou des petits lacs une eutrophisation des eaux. Du fait des monocultures, du fait que les polycultures ont disparu depuis le remembrement à partir des années 1960, eh bien, il y a moins d'élevage. Donc on a une réduction des élevages, par exemple des élevages bovins ou ovins, donc une faiblesse d'apport organique et remplacement de ces apports organiques par des apports massifs d'engrais minéraux. D'autre part, donc en parallèle à ces minéraux qui sont apportés sous forme d'engrais, l'agriculteur va travailler le sol de manière intensive en faisant des labours profonds. Il va modifier, dégrader l'équilibre trophique, l'équilibre des réseaux trophiques qui s'est mis en place dans les sols. Il va mettre des pesticides pour éviter que les plantes indésirables ne poussent. Et ces pesticides vont se retrouver non seulement dans l'air, mais également dans les sols, et vont être entraînés par l'exsiviation également vers, par exemple, les eaux. Donc ça va engendrer il va y avoir ce qu'on appelle un lessivage des constituants du sol par l'exsiviation, donc des éléments nutritifs. Donc voilà, concernant les pratiques agricoles néfastes pour l'environnement et la santé, on a vu qu'il
il y a un apport d'engrais excessif au niveau des monocultures, et puis il y a un travail trop intensif du sol. Bon, dans les deux cas, ça engendre des problèmes. Donc l'agriculteur, sachant cela, doit gérer au mieux son agrosystème de manière à éviter tous ces inconforts entre guillemets. Alors, ensuite, nous allons parler d'une agriculture conventionnelle qui se dirige vers ce que l'on appelle une agroécologie. Pourquoi est-ce qu'on parle d'agriculture conventionnelle et agroécologie? Dans agroécologie, il y a agrosystème et il y a écologie. Si on remonte à la source c'est écologie, écosystème. C'est un système écologique, c'est-à-dire un système au niveau duquel un réseau alimentaire s'est mis en place. Il y a ce que l'on appelle une pyramide alimentaire, un réseau alimentaire, en commençant par les herbivores qui vont manger de l'herbe, des feuilles, donc tout ce qui provient de la photosynthèse en fait, c'est-à-dire toutes les plantes vertes par exemple. Donc ça veut dire que les animaux herbivores vont manger de l'herbe et vont se faire manger eux-mêmes par des animaux, par des êtres vivants en fait, qui seront leurs prédateurs. Et donc l'homme a basculé d'un écosystème vers un agrosystème en détruisant un écosystème. Par exemple, vous avez une forêt, donc il y a un écosystème forestier qui s'est mis en place, puis l'homme, pour ses besoins, a détruit une partie de cette forêt pour mettre en place des cultures. Alors avant le remembrement, il y avait ce que l'on appelait des polycultures. Ça veut dire que l'agriculteur, le fermier, en fait, il avait des petites parcelles de terre entourées par des haies et il faisait des cultures de différentes espèces en parallèle à un élevage animal. Bon. Et puis tout doucement, l'homme s'est aperçu que, après le remembrement, que ces grands champs qui étaient constitués, reconstitués entre guillemets, pas reconstitués, mais qui étaient formés à cause du fait qu'on enlève les haies, donc ça veut dire que ça fait des parcelles qui sont beaucoup plus grandes, et l'homme, au lieu de faire des polycultures, au lieu de continuer l'élevage en parallèle, eh bien, il a instauré une seule culture, par exemple 100 hectares de maïs, par exemple. Donc c'est bien une culture à grande échelle, qui s'oppose évidemment aux petites cultures à petites échelles sur de petites parcelles, là où il n'y a plus de haies, il y a des grands champs, donc on passe de polyculture à monoculture. Et on s'est aperçu, l'homme s'est aperçu, au fil du temps, que eh bien, ces monocultures posaient des problèmes. Donc il y a eu ce que je vous expliquais avant, donc l'apport intensif d'engrais, avec toutes les conséquences malsaines entre guillemets que cela provoque. Il y avait un travail excessif du sol, etc. Et l'homme a tendance à revenir tout doucement vers un agrosystème qui va tendre vers, non pas un écosystème à l'état pur, mais un agro ou une agroécologie qui aurait tendance à revenir vers, enfin, repasser de l'état agro-système vers l'état agroécologie. Bon, vous voyez ce que je veux dire? C'est que ça veut dire qu'on a tendance à, l'homme aurait tendance, enfin certains du moins, bon c'est pas tout le monde, attention, mais revenir vers par exemple le bio. Bon, le bio ça veut dire que l'homme prend conscience que tous ces produits phytosanitaires, tous ces intrants sont dangereux et qu'il serait peut-être temps de faire quelque chose pour préserver la santé de l'humanité. Donc l'homme, tout doucement, a redécouvert certaines pratiques combinées à des technologies modernes et aux connaissances actuelles de biologie et d'écologie qui permettaient le développement d'agrosystèmes éco-responsables et rentables. On appelle agroécologie une agriculture désireuse de concilier une productivité satisfaisante et le respect de l'environnement. Ça veut dire que l'homme
certaines personnes, du moins, qui jouent le jeu en fait, hein, ou pas, sincère ou pas. Hein, bon. Il y a toujours l'intérêt économique qui est mis en jeu, toujours ces sous qui sont mis en jeu. Bon. Faire les choses à un moindre coût, donc c'est important pour tout le monde. Alors l'homme joue le jeu ou non, en tout cas il a redécouvert des pratiques anciennes, en fait. Et ces pratiques anciennes combinées à ces nouvelles technologies qui se sont mises en place, en combinant donc ces anciennes pratiques, ces nouvelles technologies modernes, en combinant cela à la biologie et à l'écologie, donc à des connaissances, on a pu développer des écosystèmes éco-responsables et rentables. Bon, c'est pas toujours le cas, hein. D'où le terme agroécologie. Agroécologie, je répète, c'est une agriculture qui est désireuse de concilier une productivité satisfaisante et le respect de l'environnement. Il faut donc en parallèle, lorsqu'il y a une prise de conscience en tout cas, faire une limitation des impacts environnementaux, notamment par les intrants. Et donc cette limitation peut passer par plusieurs choses, donc plusieurs points. D'abord la polyculture avec rotation des espèces cultivées. Donc limitation des impacts environnementaux grâce à une polyculture. Comment? Eh bien, défavoriser l'installation à long terme de plantes adventices. Donc, si on fait des polycultures, si on fait une rotation, ça veut dire que les plantes adventices, c'est-à-dire gênantes, envahissantes, ne vont pas avoir le temps de s'installer. Et donc, ça va défavoriser leur installation du fait que l'on va faire des cultures tournantes. Bon. Polyculture avec rotation des espèces cultivées. Ensuite, ça va permettre d'enrichir les sols par la culture, par exemple, de légumineuses. On sait que les légumineuses donc, sont des plantes qui possèdent des racines qui ont des nodosités. Et dans ces nodosités, il y a des bactéries qui vont utiliser l'azote de l'air pour former, par exemple, des nitrates. Donc ces légumineuses sont capables de fixer l'azote de l'air grâce à ces bactéries fixatrices. Donc la polyculture avec rotation des espèces cultivées, il y a un intérêt grâce à ces légumineuses qui vont être mises en place soit sous couvert végétal. Ensuite, autre chose, la limitation des impacts environnementaux par les intrants peut passer par l'association d'élevage aux cultures qui vont permettre une meilleure gestion de la fertilité des sols, donc apport de matière organique par les animaux. Donc l'association d'élevage aux cultures qui vont permettre une meilleure gestion de la fertilité des sols parce qu'il va y avoir du fumier, des lisiers, etc. Donc apport de matière organique par les animaux qui vont permettre de moins apporter d'engrais, donc sous forme minérale, qui peuvent eux polluer plus ou moins les sols. Donc voilà, donc la polyculture avec rotation des espèces cultivées, on y apporte une association, on peut y apporter une association d'élevage en parallèle aux cultures. Ensuite, polyculture avec rotation des espèces cultivées et l'intérêt, limitation des impacts environnementaux des intrants peut passer également par une utilisation raisonnée des intrants avec des apports estimés au plus juste tout en privilégiant les substances autorisées, évidemment. Utilisées en quoi? Eh bien en lutte biologique et en lutte intégrée. Bon. Donc ça veut dire que également on va pouvoir en parallèle utiliser d'autres techniques, par exemple techniques d'agroforesterie, en préconisant la réimplantation des haies et des arbres, l'installation de bandes enherbées également, et de jachères fleuries par exemple. Donc ils vont permettre d'attirer certaines espèces pour que certaines espèces nuisibles n'aillent pas dans les cultures. Et on peut, l'intérêt de ces jachères, ça va être également d'attirer des prédateurs des espèces nuisibles. Donc, l'agroforesterie, qui permet de réimplanter des haies et des arbres, l'installation de bandes enherbées, de jachères fleuries, vont permettre
d'absorber les excès d'engrais et vont permettre d'abriter des auxiliaires de culture, ce qui va limiter évidemment le recours aux pesticides. Également, on peut avoir des techniques de culture simplifiées, par exemple semi-direct ou absence de labour, qui vont limiter le travail du sol pour favoriser la biodiversité et sa fertilité. Donc, la limitation des impacts environnementaux par les intrants va pouvoir passer par, premièrement, une polyculture avec rotation des espèces cultivées, l'association d'élevage aux cultures permettant une meilleure gestion de la fertilité des sols, notamment grâce à un apport de matière organique, une utilisation raisonnée des intrants et des apports estimés au plus juste tout en privilégiant les substances autorisées en lutte biologique et en lutte intégrée, les techniques d'agroforesterie qui vont préconiser une réimplantation de haies et d'arbres, l'installation également de bancs enherbés et de jachères fleuries. Donc, ce qui va permettre d'absorber les excédents d'engrais et d'abriter les auxiliaires de culture tout en limitant l'apport, donc le recours en tout cas des pesticides. Et puis enfin, des techniques de culture simplifiées, par exemple semi-direct, absence de labour, qui vont limiter le travail du sol pour favoriser la biodiversité et sa fertilité. Je rappelle qu'au cours de la polyculture, avec rotation des espèces, ça va défavoriser l'installation à long terme de plantes adventices, donc de plantes qui vont être plus ou moins gênantes, en enrichissant, donc ça va permettre d'enrichir également les sols par la culture de légumineuses, capables de fixer l'azote de l'air. Donc cette polyculture va permettre d'enrichir les sols en cultivant en parallèle les légumineuses. Et puis, donc limiter le lessivage et la lixiviation par l'installation de couverts végétaux en hiver. Donc cette polyculture a des intérêts donc très importants. Voilà, donc l'un des enjeux majeurs de l'agriculture moderne sera la limitation des impacts environnementaux tout en couvrant les besoins de l'humanité. La recherche agronomique actuelle qui s'appuie sur des technologies avancées et sur l'étude des processus biologiques et écologiques propose des solutions concrètes pour le développement d'une agriculture durable. Voilà, donc vous voyez que le problème n'est pas simple. Le problème est compliqué. Lorsque l'on a des pratiques agricoles plus durables, eh bien il faut qu'il y ait en fait une rotation des cultures. Rotation des cultures avec ce qui permet donc de proposer des apports raisonnés d'engrais minéraux et de pesticides. Et on a également en parallèle à cette polyculture, dans cette rotation des cultures en tout cas, un recyclage de la biomasse exportée par les engrais organiques. Donc on revient un petit peu aux anciens temps, avant le remembrement, où on faisait des apports de matière organique dans les champs, on faisait des rotations des cultures. Donc ça permettait d'éviter de polluer et en même temps on replante des haies, on a tendance à replanter des haies, à mettre des bandes enherbées également, de manière à éviter le lessivage et la lixiviation. Donc voilà, on recrée un nouvel équilibre, un peu comme si on voulait basculer d'un agrosystème à un écosystème. Donc c'est un mélange entre les deux, agro-écosystème. Également, si on limite le travail du sol, si on met par exemple des bandes enherbées et des jachères fleuries, eh bien on va limiter au niveau des nappes phréatiques les excédents. Les excédents donc, seront captés par les bandes enherbées, les jachères fleuries et les haies, et on va préserver la biodiversité qui sera favorisée évidemment dans les auxiliaires de culture. Donc ça veut dire qu'on a tendance à revenir vers le passé, lorsque l'homme n'avait pas trop conscience du fait qu'il polluait les sols, qu'il dégradait l'environnement, qu'il dégradait la santé des êtres humains. Bon, voilà, le problème est complexe. Le cours est terminé. Merci.